donc, elle est économique, elle est compétitive, mais elle protège votre donnée. C'est peut-être aussi un atout, notamment à l'export, pour aller proposer des solutions différentes. Parce que ceux qui subissent aujourd'hui des solutions à l'export, qui utilisent leurs données, je pense que s'ils pouvaient donner leur avis, peut-être qu'ils seraient contents de pouvoir avoir des solutions plus protectrices. Donc voilà, c'est cet écosystème-là européen qu'on peut saluer. On peut le développer un peu plus. Exactement. Alors, on pourrait faire des constats. C'est vrai que cette table ronde, elle va être rapide. Donc, il y a tellement d'enjeux, il y a tellement d'actualités. Tous les jours, il y a des actualités autour du sujet de la souveraineté, des attaques, etc. On pourrait passer 20 bonnes minutes à parler des constats. On va plutôt parler des solutions. Ça, je vous propose. C'est plus intéressant. On va parler d'identité numérique, on va parler d'open source. Mais on va essayer de tous ensemble d'être un peu constructifs, si vous le voulez bien. Alors, parlons déjà du cœur, effectivement, de ces attaques. Le cœur de ces attaques, c'est tout simplement des failles qui sont extrêmement basiques. Pas changer un mot de passe, pas renouveler, pas mettre à jour mes logiciels, etc. On le sait, c'est quelque chose qui est extrêmement basique. Comment on peut répondre aujourd'hui simplement, de façon souveraine, de façon simple et de façon automatisée pour l'ensemble des entreprises qui aujourd'hui ont besoin d'être protégées, et notamment les entreprises françaises et européennes. Je vous laisse peut-être commencer et on va faire le tour de table. Si vous voulez. Un début de réponse, donc moi je centré autour de cette identité. En fait, vous voulez avoir un service aujourd'hui, encore faut-il pouvoir avoir une identité et vous authentifier. Maintenant, en fonction du service, en fonction de l'usage, vous n'avez pas forcément besoin du même niveau d'identité. Alors le problème, dans tout le hacking, il y en a eu un il n'y a pas longtemps d'ailleurs sur une identité État, c'est que si vous êtes dans un système faible, d'identité faible, mais que malheureusement vous utilisez cette identité pour aller dans un service qui demain va se faire hacker, vous allez automatiquement laisser l'opportunité à celui qui va utiliser cette identité qui était très mal protégée de pouvoir entrer dans les services. Et ça, c'est comment dire, la première réponse à ça, c'est de pouvoir d'abord avoir le niveau d'identité qui vous permet, en fonction de l'usage que vous cherchez, 95% des usages commerciaux aujourd'hui nécessitent une identité niveau substantiel. Donc il n'y a que 5% qui nécessitent vraiment une identité très élevée. Mais déjà, si vous avez ça, vous supprimez. Allez, il y a quelques années, on faisait ce type de débat, on était à 16, 24 mots de passe, vous savez, code par personne. Aujourd'hui, on en a plus de 80. Et 80, ça veut dire à la fin, vous n'en avez plus qu'un, parce que vous utilisez toujours le même code. Donc voilà, ça, un début de réponse, c'est d'avoir au moins une identité qui vous appartient, qui n'a pas été vendue par du service et que vous pouvez utiliser. On voit dans certains pays, je m'arrête juste un tout petit peu là-dessus parce que c'est extrêmement intéressant et j'aimerais vous poser la question de savoir si ça va arriver chez nous. L'identité unique, l'identification unique, est-ce que c'est possible en France ? J'entends l'identification, c'est-à-dire on a un mot de passe, un identifiant qui est valable sur l'ensemble des plateformes qui sont officielles, j'entends les services publics, etc., comme c'est le cas en Inde ou dans certains pays d'Europe de l'Est. Est-ce qu'on va avoir ça aujourd'hui en France ? Et qu'est-ce qui bloque l'arrivée de cette solution ? Bon, comme d'habitude, c'est pas un problème de technologie, c'est un problème d'appréciation. Est-ce qu'on veut avoir une base unique d'identifiants ? Bon, la France n'est pas sur cette position-là, l'Allemagne non plus d'ailleurs. D'autres pays le sont. Nous, on a développé le système d'identité pour Monaco, notamment Monaco, Luxembourg, Singapour sont sur ce type de système. Mais le système qui est proposé par aujourd'hui, ce projet européen, en fait, il s'affranchit un peu de ça, parce que vous prenez votre identité pivot, donc votre nom, votre prénom, qui seront détenus dans votre portefeuille, et ensuite vous enrichissez cette identité par un certain nombre d'attributs. Bon, je suis médecin, je dois prouver que j'ai mon diplôme, je dois prouver que j'exerce, donc j'ai mon cabis, et donc vous enrichissez avec des données qui vous appartiennent et que vous partagez quand vous voulez les partager. Voilà, ça c'est pour moi un début de réponse qui passe pas par une base centrale, qui passe par des données que vous avez que vous détenez et que vous donnez uniquement. Alexandre est d'accord, on dirait. Ah oui, c'est vraiment très très important. Je crois qu'il faut vraiment très bien saisir l'enjeu de réponse à ces cyberattaques. C'est d'abord de préserver nos libertés individuelles. Surtout pas de base centralisée, unique. C'est la dernière chose. Et en Europe, c'est pour ça aussi bien en France qu'en Allemagne, partout en Europe, on lutte contre. Et c'est pour ça qu'on est en train de développer les réponses technologiques pour reprendre la souveraineté technologique et apporter des solutions individuelles à chacun
versus les solutions américaines qui aujourd'hui sont très en avance. C'est pour ça qu'il y a des enjeux d'investissement très importants pour avoir des chercheurs. On a les chercheurs, Jean-Michel Serres tout à l'heure faisait allusion au centre de recherche d'Orange, il y en a plusieurs en Europe. On a un vrai leadership qu'on a eu et qu'on va retrouver, qui va permettre d'avoir des solutions de sécurité individuelles. Et ensuite, pour répondre à votre question sur les solutions individuelles, au quotidien, mais c'est nous au quotidien qui devons apprendre à vivre en sécurité. Chacun doit apprendre ces gestes-là. Mais de même qu'on n'a pas appris tout seul à s'habiller, on n'a pas appris tout seul à aller travailler, on n'a pas appris tout seul à se tenir bien dans la rue. En Israël, ça se passe comment de ce côté-là, Anne Baer? Est-ce que vous pouvez nous donner Oui, merci de la question qui est suffisamment large justement pour essayer de reprendre un peu des thématiques qui ont été évoquées ici. D'abord, on parle de souveraineté. J'ajouterai la thématique de l'intégrité de la donnée, l'intégrité de la personne et de notre liberté. Tout ça nécessite la mise à disposition de moyens. C'est du budget, c'est des coûts pour l'entreprise, mais c'est des coûts aussi à l'échelle centrale et nationale. C'est une réorganisation. Et donc, si je prends l'exemple israélien, je vois une nouvelle forme de pacte numérique social, de partenariat public-privé avec une répartition des responsabilités, mais aussi des obligations, une vraie réflexion là-dessus. Et une petite comparaison, même si ce n'est pas totalement comparable, le budget qui est mis à disposition par l'État d'Israël chaque année pour la protection numérique de ses citoyens et de ses entreprises privées, donc tout le parc civil, je dirais, de l'activité économique, cette somme n'est que de 50 millions de dollars. C'est rien. C'est rien. Donc c'est rien en hommes, c'est rien en structure, c'est rien en moyens, etc. À côté de ça, les Israéliens ont réussi à développer un écosystème technologique qui lève des fonds auprès des investisseurs privés et institutionnels. Et là, sur les levées de fonds, on voit que d'abord Israël domine complètement le marché. Sur 100 millions de dollars levés pour des startups cyber, il y en a 40 qui sont levés en Israël. Et sur 2021, qui est une année d'éveil encore plus forte que les années précédentes, il y a eu en moyenne 100 transactions, donc 100 tours de table, et chacun faisait en moyenne 88 millions de dollars, ce qui est extraordinairement élevé pour un tour de table. Donc au total, vous faites le calcul, 8,8 milliards. Donc vous voyez la disproportion entre les fonds qui sont mis à disposition sur le plan public et sur le plan privé. Je pense qu'en France, les fonds publics sont bien plus importants, mais l'enjeu pour nous, et on est ici chez les CCE, c'est de voir comment on arrive à faire cet amorçage massif, parce que les besoins en numérique sont massifs, mais les besoins en protection sur ces routes de l'information qui sont constamment piratées sont éminemment exponentielles. Donc ça, c'est une première notion purement budgétaire. Maintenant, en termes de solutions adoptées en Israël, je pense que ça n'existe pas en France. Si moi, je suis attaquée à titre personnel ou professionnel dans mon entreprise ou dans ma vie privée, j'ai, depuis 2016 en Israël, un numéro 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc une ligne d'urgence, une hotline, 119, que j'appelle et j'ai au bout du fil mes premiers réflexes, reprendre mes esprits, savoir où j'en suis. Maintenant, je suis un petit entrepreneur, ça existe en France. Est-ce que ça se sait? Ça s'appelle cybersurveillance. Donc il y a un numéro vert, il y a un site internet. C'est vrai, c'est vrai. Depuis pas si longtemps que ça. Ouais, ça existe, c'est vrai, c'est vrai. Anne, pardon. Non, mais c'est bon. Non, mais c'est pour partager des infos. C'est bon, donnez-moi le numéro parce que ça peut m'arriver à tout moment, y compris quand je suis en France. Je ne l'ai pas en tête, mais... Moi, je l'ai en tête, le 119. Et d'ailleurs, j'ai déjà été attaquée massivement. Et c'était lors d'une visite dans une entreprise un peu atypique, qui est un des poumons du cyber en Israël, qui s'appelle Team 8. Et le phishing est venu par Microsoft 365 qui me demandait mon mot de passe. Donc, je l'ai très naïvement redonné. Je veux dire, c'est quand même assez sophistiqué comme attaque. Et j'ai perdu le contrôle de mon laptop, j'étais dans une grosse réunion, je me suis levée, j'ai pris mon laptop, je suis allée à la porte d'à côté où j'avais tous ces jeunes tech qui m'ont aidé en 1 heure. Je ne sais pas si mon ordinateur a été vidé, mais en tout cas, il s'est remis à fonctionner. Et c'est pour dire qu'on est constamment ciblé, même en fonction de notre position géolocalisée. Oui, c'est... Alexandre. Bon, peut-être que dans le laps de temps qui nous reste, quelques réponses et quelques solutions. D'abord, j'aimerais vous dire qu'on a en France à peu près toutes les compétences et tous les savoir-faire. On a à peu près toutes les technologies.
J'adore Bertrand Piccard et je pense que ce qu'il fait, c'est juste fondamental sur la transformation écologique. Mais il faudrait, Monsieur Piccard, si vous me permettez cette suggestion, qu'on fasse la même chose pour ces sujets numériques qui semblent encore si compliqués et si lointains pour la plupart de nos concitoyens, y compris de la plupart de nos décideurs. Faisons un solar impulse de la good tech et mettons en avant les technologies éthiques, open source, éventuellement même les autres. On pourrait ouvrir ce qu'on appelle en fait la tech éthique, française, européenne. Il y a quelque chose à réfléchir là-dessus parce que c'est absolument incroyable. Le premier réflexe qu'on a, c'est not yet invented here. On a toujours besoin d'aller chercher des solutions, en Israël, aux États-Unis, comme si en fait on n'avait pas de compétences et de savoir-faire. Il y a des entrepreneurs formidables en France. Certaines sont des co-compétiteurs. On parlait avec Didier de WIMI, qui est d'ailleurs une entreprise installée dans les Alpes-Maritimes, qui fait la même chose que toi, qui équipe l'Assemblée nationale. Ces gens-là font un boulot formidable. On a ici à Nice, j'essaie de préciser, de localiser les propositions, les solutions, un entrepreneur absolument incroyable que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Éric Léandri. Il était le fondateur de Quant, il a été pendant longtemps le dirigeant de Quant, il ne l'est plus aujourd'hui, mais il a remonté une entreprise qui s'appelle Alternative Air, qui est ici, basée en fait à Sofia, et il sécurise les flux, les échanges en utilisant des technologies open source, et en fait il fait ça très bien. On a des acteurs du cloud qui sont capables de vous offrir, alors vous connaissez peut-être, certainement, j'espère, OVH, qui est le champion français du cloud, qu'on met toujours en avant, mais derrière OVH, vous avez en fait une galaxie d'entreprises de très très haut niveau. Nos collègues de Skyway, qui font un cloud absolument de qualité technologique, souverain, dans le nord de la France. Nos collègues de Clever Cloud, du côté de Nantes, qui fabrique une PaaS, une plateforme as a service, donc qui est le cœur d'une solution de cloud vraiment de très très haut niveau. Et puis il y a des boîtes comme l'Inagora qui fabriquent par exemple des solutions de messagerie qui sont aujourd'hui utilisées mondialement. Notre solution de messagerie basée sur le logiciel James, il a été choisi par le gouvernement estonien, ça va intéresser l'imprimerie nationale et Didier, pour offrir à tous les citoyens estoniens une messagerie souveraine, 1,2 million de citoyens estoniens. Quand ils deviennent en fait majeurs, ils reçoivent en fait leur carte d'électeur et ils reçoivent en fait une messagerie qu'ils vont garder à vie. Comme ça, l'État peut communiquer en fait avec eux à vie. Tu comprends bien l'intérêt qu'il y a avec le couplage d'une identité électronique côté estonien. Et eux, ils ne sont pas dans le futur, ils sont dans le présent. Vous avez raison, Monsieur Piccard, c'est nous qui sommes archaïques. Et en France, sur la transformation numérique, on est encore trop archaïque. Il faut qu'on fasse davantage. Mais là où on peut se dire que... Parce que moi, je ne veux pas vous laisser repartir qu'avec un constat négatif. On se bouge, on s'organise, la filière ne reste pas inactive. Et une des bonnes nouvelles, c'est que, enfin, après 6 ans d'efforts, on a réussi à convaincre le gouvernement de mettre en place un comité stratégique de filière numérique. Il y a 22 comités stratégiques de filière en France, dont celui du bois, ce qui est important, de préserver nos forêts, de faire en sorte que le bois français reste plutôt en France et ne parte pas en fait en Chine. On a enfin un comité stratégique de filière numérique qui va être créé. C'est aberrant de se dire qu'on était en 2022 et qu'on n'avait pas de comité stratégique de filière. C'est vrai. Donc les choses bougent. Il faut certainement qu'au niveau des CCE, cher président Bentejac, qu'on s'organise encore et davantage pour faire connaître nos solutions et que l'ensemble de nos conseillers dans le monde soient capables de faire valoir la French Tech, mais la French Tech pas uniquement au niveau des usages, parce que ceux qu'on connaît souvent, les boîtes qui font les grandes levées de fonds, ce sont les places de marché, ce sont ceux qui réintermédient des services existants dans le monde réel, des Doctolib, etc. Le vrai enjeu de la souveraineté numérique, c'est de développer un écosystème d'entreprises qui font l'infrastructure du numérique. Il faut qu'on ait des entreprises françaises, européennes qui inventent les codes sources, les algorithmes, les solutions d'intelligence artificielle et de cloud qui permettent demain d'être indépendants des géants américains et des géants chinois. Merci Alexandre. Et si je peux me permettre, nous les avions déjà créés. Merci.
On a été des pionniers, oui, et il faut reprendre évidemment le leadership. Voilà pour le petit. Un chiffre, Emmanuel Macron a mis 1 milliard d'euros sur la table sur le sujet de la cybersécurité. Il faut le noter aussi. Hein, il y a des choses qui avancent, qui progressent. Il y a une centaine de personnes aujourd'hui autour de dans la cellule élyséenne qui travaillent sur le sujet de la guerre cyber, puisqu'il y a le banditisme cyber et puis il y a aussi la criminalité cyber. Et ça, c'est des sujets d'ailleurs que vous connaissez très bien, Anne Baer aussi. J'aimerais qu'on passe à vos questions, chers amis, ce matin, puisque on est évidemment ensemble ici à Nice. On va faire circuler un micro. J'imagine que des questions, il y en a plein, parce que j'ai entendu des bruits de fond pendant que vous parliez. Ça débat, ça discute. C'est un sujet qui vous concerne tous. Hein. Alors, une main qui se lève pour prendre une question. Ici, au premier rang, je vous en prie. Bonjour, donc, je suis sénateur. Et au Sénat, donc, je suis en charge de tout ce qui est cyber. Donc ça fait tout juste 5 ans que je fais un rapport annuellement pour justement évaluer notre protection cyber. J'étais à Beersheva quand a été lancé le numéro, l'équivalent du 17, ce qu'Emmanuel Macron a annoncé en début d'année. Effectivement, ça faisait 4 ans que nous faisions cet appel à ce qu'il y ait un numéro d'appel pour tout le monde, au cas où on a un problème cyber. S'il y a le feu, on appelle les pompiers. S'il y a un problème, une attaque, on appelle la police. Si on a un problème de santé, on appelle les médecins, les urgences, le SAMU. Là, il n'y avait rien. Aujourd'hui, on a une plateforme qui c'est cybermalveillance.gouv.fr. Je crois que s'il y a une chose qu'il faut communiquer aujourd'hui, c'est ça. Une plateforme qui vous tient au courant de toutes les problématiques, toutes les typologies d'attaques que vous pouvez subir. Malheureusement, on n'a pas encore ce numéro efficient, même si c'est annoncé, parce qu'on a quand même la gendarmerie, la police, il y a plusieurs systèmes. On a un budget d'1,8 million d'euros seulement pour cybermalveillance.gouv.fr. Vous voyez, ça a été annoncé 1 milliard d'euros. Oui. Et la question, ça va être dans notre rapport, qui va sortir bientôt. C'est extraordinaire. 1 milliard d'euros, on a toujours 1,8 million d'euros seulement pour la plateforme qui va s'adresser à tout le monde. Alors, un des problèmes que nous avons, puisque ça fait 5 ans que je fais évaluer les statistiques d'attaque, et les problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est des problèmes qui sont annoncés depuis plusieurs années. Lisez de temps en temps les rapports du Sénat, c'est vrai, ça donne l'impression qu'on ne travaille pas tout à fait pour rien, mais en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait simplement passer les messages qu'on reçoit sur le terrain. Pourquoi je suis ici aujourd'hui? Comment est-ce que je peux porter au Parlement les problèmes si je ne suis pas ici à les écouter? Alors, un problème important, enfin, il y en a deux, ça a été très bien dit tout à l'heure, il y a la question budget. Quand vous achetez un équipement, quand vous investissez, c'est quoi le budget pour la sécurité de l'équipement que vous achetez au niveau logiciel? On oublie toujours de budgéter le montant dédié à la sécurité. Deuxièmement, c'est un problème de responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes attaqué, pourquoi un hôpital est attaqué et doit payer une rançon et pourquoi l'autre ne l'est pas? C'est parce que certains ont fait le travail en amont de se sécuriser. Donc il y a un problème de responsabilité aussi. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. Alors maintenant, moi, la question que je voudrais vous poser, voilà, puisqu'il y a une décision qui vient de se faire au Sénat, qui vient d'être votée au Sénat, malheureusement. Si vous êtes attaqué par un ransomware, est-ce que d'après vous, il est moral de payer la rançon? Merci. Alors, qui va répondre rapidement? Alexandre. Plusieurs choses, à raison de le dire. Et comme on est CCE, là aussi, la première chose à dire, c'est que tout ça, ça demande des solutions. Et c'est autant d'opportunités pour nous de nous développer et de développer nos entreprises, tant en France qu'à l'étranger. Et que le français, pour le coup, la francophonie, est l'opportunité de bâtir sur une de nos forces, parce que c'est quand même plus simple, tous ces sujets-là, dans notre langue. Et donc, quand là, on parle de sujets aussi compliqués que la cybersécurité, l'avoir en français, on s'adresse à 700 millions de personnes dans le monde. C'est un marché énorme où on peut trouver énormément de sources de croissance. Maintenant, sur le sujet de morale du chantage, c'est comme tout chantage, c'est la question non seulement de savoir s'il faut encourager ou pas, il ne faut pas encourager. Et aux États-Unis, où ils ont énormément le cas, le premier message du FBI, c'est il faut mieux pas, parce que si jamais vous payez, ils vont revenir. Mais la deuxième recommandation du FBI, c'est vous qui voyez, parce que peut-être que pour vous, c'est important de récupérer ce que vous avez perdu. Et donc, au final, ils vous laissent libre de choisir.
Merci. On va prendre une deuxième question avant de clôturer. Oui, allô? Tout là-haut. Alors, je suis Oui, désolée. bonjour. Allez-y. Gilbert Veillon. Bonjour. Gilbert Veillon, je suis le président du groupe d'expertise TIC Économie numérique de notre merveilleux réseau. Et merci des interventions de chacun des experts qui sont autour de cette table. Notre rôle à nous de CCE, c'est aussi de préparer le futur. Il y a éviter que les choses s'aggravent, et ça a été très bien expliqué. Mais notre rôle de CCE, je me souviens du mondial qu'on a eu à Bali. On est venu traiter d'espions parce que c'était du secret défense que de parler de quantum computing il y a 5 ans. Il se trouve qu'en juillet 2022, la NIST, donc l'Agence américaine de sécurité, a mis en place des cryptologies, des systèmes de cryptologie qui ont été un appel d'offres mondial et auquel j'ai pu assister. Et à partir de 18 mois ou 24 mois grand maximum, tous les acteurs ici vont plus pouvoir vendre aux États-Unis ou utiliser des technologies s'ils ne sont pas quantum safe ou algorithmes post-quantiques. C'est un sujet critique, fondamental. Il faut que nous tous, on soit conscients de ce qui va arriver. C'est un point de blocage phénoménal. Toute l'économie numérique, on n'en a pas parlé ici, repose sur des clés de cryptage qui s'appellent RSA. Le RSA est aujourd'hui mis en cause technique, par vous avez l'informatique raison. quantique. Mais quelle est votre question, s'il vous Alors plaît? j'ai une question, comment on se prépare sur ces algorithmes post-quantiques? Qu'est-ce que vous faites, vous, de votre côté? Je viens de faire gagner au prix d'innovation du CES de Las Vegas une entreprise française qui fait du post-quantique. Et elle est cachée, on ne veut pas que ce soit autre chose que sa clé qui sorte, alors qu'on a un berceau, alors c'est pas ici, c'est pas à Nice, c'est à Bordeaux. Donc qu'est-ce que vous recommandez pour être préparé sur ce fameux post-quantique, les algorithmes NITS, qui vont envahir toutes les entreprises, sauf les nôtres si on n'est pas préparé? Merci pour la question très technique, et c'est Anne qui va répondre. Merci, monsieur, pour la question transverse, technique. Merci pour la question éthique, philosophique, etc. Étant à la base une experte en développement durable depuis les années 90, j'ai démarré aux Nations Unies, et ayant dans la salle Bertrand Piccard, je vais esquiver et je vais revenir à quelque chose qui me paraît absolument essentiel et qui a quand même à voir avec la capacité du quantum à résoudre, créer certes de nouvelles contraintes, mais à résoudre aussi une partie de l'équation numérique. Et je parle de l'équation environnementale. Et je ne voudrais pas qu'on termine ce panel sans en avoir parlé. Je voudrais qu'on réalise que les usages logiciels, les usages télécoms ou NTIC ou IT, ça représente plus de 10% de la consommation d'électricité, de puissance dans le monde. Et donc, évidemment, la responsabilité de tous les acteurs, aussi bien utilisateurs que éditeurs et fournisseurs de solutions, est énorme à cet égard. Il y a 3 menaces au moins que je vois et qui sont pas cyber, mais qui font que cette gourmandise énergétique risque de nous coûter encore plus cher en externalité environnementale. L'une, c'est la blockchain. On n'en a pas parlé, mais elle est censée sécuriser une information en la multipliant sur des millions d'ordinateurs. Donc, en multipliant le stockage de cette même donnée, vous multipliez évidemment une consommation qui commence à devenir visible. Hein. C'est plus de l'invisible et du non mesurable. Le deuxième danger que je vois aussi bien au niveau philosophique que environnemental, c'est celui du métaverse et du fait qu'on ne vit plus dans le monde réel, mais qu'on s'invente des couches et des strates. C'est aussi un problème pour le psychiatre qui est dans la salle, des strates de vie qui nous sortent du réel. Et la dernière chose que je vois, on a parlé de budget affecté par Macron, ce sont des chiffres annoncés. Pour la Chine, c'est plus que des chiffres annoncés, c'est des chiffres engagés, des montants engagés. Et il y a une espèce de, c'est pas pour faire un concours de calembours, mais de tectonique de la tech numérique qui est en train de se jouer là. Et donc, il y a un vrai danger, un vrai risque pays, un vrai risque sur notre résilience, notre gouvernabilité et pas seulement notre souveraineté qui doit être gérée. Et pour tout ça, il y a des solutions qui viennent aussi parfois du numérique. Donc je ne veux pas juste, et ce sera probablement mes dernières paroles parce que le temps est compté, je ne veux pas terminer sur du négatif ou de la menace. Je veux dire qu'il y a dans les technologies, et moi personnellement en Israël, c'est l'essentiel de ma recherche, des
deep tech qui viennent aider à compresser de manière passive le data qui pourrait être supprimé, hein, ça serait une bonne action de notre part de le faire, mais au moins le compresser. Il y a des solutions qui viennent du quantique, puisque le quantique, par sa capacité et l'accélération du traitement de la donnée, va également a priori réduire les consommations d'électricité. Et en dernier lieu, il y a quelque chose qui répond à la fois aux besoins de sécurité, aux besoins de minimiser nos impacts, qui est le edge computing, c'est-à-dire faire en sorte que toutes ces données dont on a besoin pour notre économie, elles soient traitées in situ, sans aller se balader dans l'atmosphère et sans nous polluer cette atmosphère. Voilà. Exactement. Merci beaucoup Anne Barrière. Je crois que c'était extrêmement important de développer ce volet environnemental. Vous avez raison. Je vous invite à lire le livre de mon confrère, journaliste brillant, journaliste Guillaume Pitron, L'enfer numérique, voyage au bout d'un like. C'est un livre extrêmement bien écrit. C'est plusieurs mois d'enquête sur l'Internet a une couleur, a un son, a une odeur, etc. Internet, c'est pas virtuel, c'est physique. Il s'agit du monde physique et c'est très bien de le rappeler. Vous avez totalement raison. On va être obligé de clôturer ce panel, mais avec un petit clin d'œil, je crois, parce qu'Alexandre, tu as un message particulier et ensuite on va passer à la prochaine table ronde. Quel message ? Je me lève, ça va faire peur à tout le monde. Mais hier, notre grande famille, la DCCE, a célébré un anniversaire important. C'était les 52 ans de Frédéric. De Frédéric. Et aujourd'hui, chers amis, c'est aussi un jour très important. Alors pas pour moi, mais pour ma belle et chère Diana. Elle fête aujourd'hui ses 40 ans. Je suis d'origine russe, patriote français, etc., troisième génération, n'ayez aucun doute par rapport à ça, mais dans ma famille, on a toujours souhaité les anniversaires de cette façon-là, c'est en vieux russe, c'est la vieille façon de le faire. Alors permettez-moi, si vous le voulez bien, pendant 30 secondes, de lui chanter « No Galilietam, no Galilietam, no Galilietam ». No Galilietam, no Galilietam, no Galilietam. Bravo. С днем рождения, моя Любовь. Merci. Merci. Merci beaucoup Alexandre. Vive l'amour en tout cas. Bon anniversaire Et Dana. Paul, t'es un concurrent, hein? C'est sur un jingle ou pas, vous nous quittez. Merci à tous les quatre, on les applaudit très fort, merci. Merci Alexandre, Anne, merci à tous.